Ok, donc, je vais essayer d'exprimer un certain nombre d'idées en une vingtaine de minutes, voire un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et sachant que le sujet est vaste, il va falloir savoir par quel bout le prendre, parce qu'effectivement, la négrophobie, je pense que j'ai beaucoup apprécié, je veux dire, toutes les interventions, mais je pense que Norman très rapidement a montré que les frontières sont énormes pour comprendre la question de la négrophobie. Et donc, déjà dire peut-être que on n'est pas des spécialistes ou des scientifiques du sujet. On est des personnes qui avons réalisé en 2005, en créant notre groupe, donc Brigade Antinégrophobie, après donc des événements riches en questions raciales durant cette année-là, on a réalisé qu'on ne pouvait pas laisser l'État maîtriser un sujet qui nous concerne, et notamment celui du racisme anti-noir, qu'on a très vite décidé de baptiser négrophobie. Bien que ce mot, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais il était très élitiste, très marginal. C'était réservé à un cercle très élitiste, etc. Et on a participé à le vulgariser, parce que pourquoi réinventer l'eau chaude? Et on avait compris que, si on a eu une expérience, en tout cas on a fait connaissance avec le racisme d'État, qu'on n'appelait pas encore racisme d'État à l'époque, pas à travers la fenêtre de l'antisémitisme, pas à travers la fenêtre du racisme anti-arabe ou anti-asiatique, mais à travers la fenêtre du racisme anti-noir. Et il nous a fallu très rapidement comprendre qu'il fallait en dessiner les frontières, en connaître les contours le plus précisément possible, pour prendre une image ou une métaphore, comme quand on combat une maladie, ça ne veut pas dire qu'on est hostile à une autre maladie à combattre, mais il faut parfaitement connaître les contours d'une maladie spécifique pour inventer le remède approprié. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé là-dedans. Donc il n'y a pas d'idée de hiérarchisation, mais je rejoins l'idée des Norman, c'est pas pour autant qu'il faut être dans quelque chose d'angélique ou de on se tient tous la main. Il y a effectivement des différences, mais qui ne visent pas à décrédibiliser, comment dire, une catégorie ou une autre, mais effectivement il y a des parcours, des cheminements spécifiques, des tragédies plus ou moins dramatiques, etc. Et effectivement, il semble, plus on étudie, c'est-à-dire, le problème avec la négrophobie, c'est qu'on est tellement muselé, tellement il y a de censure, qu'on a, pourtant il y a énormément de recul historique, mais il y a tellement d'invisibilisation, tellement de négation, tellement de négationnisme, de révisionnisme, etc., qu'il est impossible de prendre le recul tout en se battant, exactement comme ça a été exprimé par un collectif de sans-papiers parmi d'autres. C'est-à-dire, on ne peut pas se préoccuper de sa survie et en même temps réfléchir dans des conditions qui exigent un certain luxe, comment dire, à avoir un rapport scientifique aux problèmes que l'on rencontre. Donc voilà dans quoi on était lancé, et donc c'est dire qu'on n'est pas des spécialistes, on sera incapable de faire un état des lieux précis de l'état des populations. Il est important de dire que je suis porte-parole de la Brigade Antinégrophobie, mais nullement porte-parole d'une quelconque communauté noire ou d'un peuple noir, etc. Mais par contre, je m'arroge le droit de combattre la négrophobie avec mes failles, mes forces et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'était le fait de savoir qu'il y aura peut-être des imperfections, mais surtout l'idée de se dire qu'on ne pouvait pas le système parler en notre nom. Et c'est en cela qu'on a pris à bras-le-corps ce combat. C'est comme si on ne sait pas nager, on se lance à l'eau, et on se dit, bon ben, advienne ce que pourra. Si on ne sait pas nager, on coulera, mais sinon il faudra apprendre tout en essayant de se débattre. Et c'est là où on en est. Donc j'ai bien aimé cette mise en perspective qui rappelle bien qu'on ne peut pas comprendre la négrophobie sans plonger profondément dans la question de ce que nous on appelle l'esclavage négrier occidentalo-chrétien. Ce qui n'a pas pour volonté
d'exclure les autres formes d'esclavage qui existent, mais là on parle dans un contexte français, impérialiste, etc. Et on n'oublie pas de dire que les crimes contre l'humanité perpétrés par l'Occident sont quand même les plus phénoménaux, les plus monumentaux. Je crois qu'il n'y a même pas d'adjectif pour exprimer l'ordre de grandeur. Même l'infini n'est pas assez grand pour exprimer cet ordre de grandeur. Puisque c'est vrai que quand on se projette, on a du mal à réaliser comme ça, hein, que le Canada c'est une extermination de peuples autochtones, que l'Australie, etc. Donc on est, voilà, même si on se concentre sur ce qu'on appelle le sionisme, on est à une échelle de grandeur qui est incommensurable. Et donc voilà, et c'est vrai que quand on réfléchit, on est en droit de se demander si les populations noires qui ont été déportées de l'Afrique n'ont pas été comme des cobayes, comme des souris de laboratoire pour expérimenter toutes les cruautés qui ont permis d'établir des stratégies de colonisation par la suite. C'est-à-dire les méthodes pour briser des groupes et tout ce qui s'ensuit. Je tiens à dire aussi qu'avant même d'entrer, si j'ai le temps, dans le vif du sujet, c'est dire aussi qu'on est pris en otage par des personnes qui réfléchissent à notre place les sujets et la terminologie des sujets. Donc même moi, quand je vais parler, je rentre dans le jeu d'un sujet qui a été pensé à ma place et il est très difficile de s'en défaire. Voilà les pièges dans lesquels on est. Par exemple, quand on parle de traite négrière, quand on parle de traite transatlantique, traite signifiant quelque chose qui induit déjà notre culpabilité à l'intérieur du mot, etc. Bref, tous les mots sont minés, tout est piégé pour permettre à l'Occident de ressortir blanchi, c'est le cas de le dire, on peut le mettre entre plusieurs guillemets, et le noir coupable, etc. Donc, voilà le piège dans lequel on est. Pour se faire comprendre, on est obligé d'utiliser des mots qui nous condamnent déjà à mort. Et c'est là où le combat est très difficile. Donc, nous, on parle effectivement d'esclavage négrier occidentalo-chrétien pour une raison simple, c'est que on a connaissance de ce qu'on appelle ce qui est appelé la traite arabo-musulmane, mais on comprend aussi que si on voit aussi bien la religion et le visage des gens qui ont pratiqué ce crime contre l'humanité aussi dans des circonstances autres, mais on n'est pas là pour en débattre, ça veut dire que peut-être que celui qui fixe les règles du jeu, les règles du débat, etc., c'est celui qui mine le sujet, puisque lui, on ne voit pas son visage quand on parle de traite négrière, traite transatlantique. Donc nous, il est important de préciser que la religion qui a été imposée aux Noirs lors de ce crime contre l'humanité et les individus qui ont commandité ce crime et qui l'ont exécuté sont blancs, c'est comme ça qu'on les appelle communément, comme on aime nous appeler noirs, et chrétiens. Donc esclavage, négrier, occidentalo-chrétien, parce qu'effectivement, la spécificité de ce crime contre l'humanité ou de cet esclavage-là, c'est qu'il est bâti sur le levier de la race, et notamment de la race noire. Donc, voilà. Et nous, pour faire simple, parce qu'on ne pourra pas tout aborder, et c'est là où je pense qu'il y a, à force que l'Occident maîtrise parfaitement les débats, le contenu des débats, l'impérialisme, quand je parle d'Occident, etc., avec les États-Unis en tête, et que l'ordre du monde, l'ordre de la réflexion est orchestré par cette propagande, par les médias de masse, etc., eh ben, à partir de là, toute notre, comment dire, c'est-à-dire toute notre vision du combat est biaisée. Et ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que la négrophobie, c'est-à-dire ils ont réussi à faire croire le racisme, c'est une chose assez anodine qui fait partie de nos vies, comme l'oxygène qu'on respire, qui est tout le monde, et c'est là où il faut faire attention avec les tout le monde est raciste. Oui, en apparence, mais c'est bien plus compliqué que ça. Et donc, nous, le fait premier, et qui est, je dis bien peut-être révolutionnaire, c'est-à-dire que pour nous, la négrophobie, c'est une arme, au même titre qu'une arme à feu, etc. Et le problème, c'est que la majorité d'entre nous, même noirs,
considèrent ça comme un sujet presque intellectuel. Quand on parle de racisme, quand on lutte contre le racisme, c'est comme quand on est de gauche, ouais, les acteurs de gauche Non, c'est nos vies qui sont en jeu. D'ailleurs, ça a été évoqué là, quand on dit que le racisme altère, diminue la durée de vie, etc. C'est une arme, c'est une idéologie qui vise à tuer. C'est en cela que même le concept de génocide pour nous est piégé, parce qu'il ne suffit pas d'exterminer les gens de manière systématique et directe. Il y a le concept que j'avais lu dans un journal qui me plaît, en tout cas qui me satisfait pour parler de cette situation-là. Le génocide par l'usure, c'est ce qui est, c'est ce qui a été accompli contre les Noirs. C'est-à-dire tuer des gens de l'intérieur, c'est comme dans une expérience de laboratoire avec des souris mises dans le laboratoire de la plantocratie, créer des morts vivants. C'est-à-dire que ceux qui en ressortent, ce sont des morts vivants. Des gens qui sont vivants en apparence, mais morts à l'intérieur parce que leur âme a été assassinée. Ils ont été réduits au silence. Par la cruauté, je donne un exemple simple pour qu'on comprenne bien ce qu'il en est. Parce que souvent, moi, ce qui m'a le plus éduqué, c'est pas tant... D'ailleurs, tant que j'étais à l'école, etc., j'ai plus connu ce qu'on peut appeler les voies de la délinquance, etc. C'est quand je vais commencer à m'intéresser à mon histoire que quelque chose s'est réellement apaisé. Et ce qui m'a le plus éduqué, paradoxalement, c'est la télévision. Pour quelle raison? Parce que d'abord, elle m'a programmé pour être mon ennemi intérieur, mais en fait, c'est comme le venin et l'antidote. Du venin, vous sortez l'antidote. Si vous comprenez comment est constitué le venin, vous pouvez en tirer l'antidote. Et quand il y avait... vous prenez par exemple le film Racine avec Kunta Kinte, mais on prend la dernière version que je préfère quand même à la première, mais peu importe laquelle on prend, puisque l'extrait dont je vais parler, c'est un extrait que tout le monde connaît quand il connaît ce film-là, c'est quand l'esclavagiste dit au contremaître de fouetter Kunta Kinte, parce qu'il faut bien comprendre, c'est comme sur les bateaux négriers, il est sans doute le plus rebelle, le plus fort, le plus résistant, le plus incorruptible. Et si on arrive à le corrompre lui, on n'aura pas à corrompre les 100 autres. Donc il va falloir le briser. Et c'est ça qui se passe. On regarde ça comme ça quand on n'est pas noir ou quand on n'a pas assez réfléchi à la question, juste comme « oh c'est beau, on verse peut-être une larme parce que les violons viennent en même temps ». Mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est toute une stratégie de cruauté, de viol au sens le plus monstrueux du terme, où on le fouette jusqu'à déchirer sa chair, briser ses os, etc. Et il résiste tant qu'il peut, tant qu'il peut, tant qu'il peut, jusqu'à ce qu'il murmure pour survivre. Toby, à partir du moment où il fait rentrer ça, on peut se dire, c'est comme la majorité des Noirs qui disent « oui, mais t'inquiète, je rentre dans le système, après, excusez-moi, je parle comme eux, après je vais les baiser ». On ne baise pas comme ça le système. Quand on rentre dedans, dès qu'il a dit Toby, c'est pas une question de renier son courage. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais tous les autres regardent, les enfants, les femmes, les hommes, si lui craque, les autres comprennent que je ne pourrais pas résister à ça. Eux acceptent de s'appeler Toby, Ginette, tous les noms, on a toujours les noms les plus moches. Moi j'ai eu des noirs qui s'appelaient Blanche. Des femmes noires, on a toujours les noms les plus moches. Mais bon, bref. Et donc, et c'est là le truc. C'est-à-dire que ces gens-là sont rentrés dans nos esprits. C'est en cela que c'est une arme par le viol. C'est-à-dire par la violence la plus extrême. Tout, ils pouvaient tout faire sur nous, au-delà du viol de la femme noire. C'est-à-dire, l'homme noir est violé. Le viol, c'est pas que sexuel. C'est brisé complètement. Donc, il faut comprendre. Prenons la logique de Toby, quand de Kunta Kinte est devenu Toby. S'il ne veut pas que son enfant endure ce qu'il a enduré, il sera condamné à taire tout ce qui fait de lui un noir pour qu'il puisse survivre dans ce monde de blancs. Voilà le drame des noirs. C'est-à-dire, la transmission s'interrompt là. Parce que quand on ne veut pas que son enfant subisse le même viol,
on est obligé de collaborer avec le violeur, d'appeler à son viol. Et on le transmet aux enfants et tout ce qui s'ensuit. Et des générations jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on est. C'est-à-dire que il faut comprendre que c'est comme un ordinateur. Notre programmation a collaboré avec le programmateur. Elle dure depuis des siècles et des siècles. Et ce n'est qu'une mise à jour en fonction de l'évolution. On passe de l'esclavage après à la colonisation. On croit que c'est des étapes comment dire, différentes étapes, ou en tout cas qu'on passe d'un combat à un autre. Mais en fait, c'est le même combat qui change de forme. Et c'est des mises à jour, comme l'ordinateur, quand Windows ou je sais pas quoi fait des mises à jour, pour que, etc. C'est des mises à jour. On réadapte le programme et on nous empêche d'être en accord avec nous-mêmes pour que sans cesse on collabore. Moi, c'est-à-dire que j'écoutais ce qui a été expliqué et très bien narré par le frère ici présent concernant la question des sans-papiers. C'est une question qui nous touche et qui pour nous est fondamentale, pas d'un point de vue simplement affectif. C'est que je tiens à dire que comme Kunta Kinte, qu'on le frappe et devant les gens pour qu'ils comprennent ce qui leur arrivera si jamais ils résistent, c'est pour ça que c'est très dur la question de ce qu'ils appellent immigration. Mais je le répète encore, c'est parce qu'eux fixent la nature des débats et le contenu. Mais la question migratoire n'existe pas. Ce qui existe, c'est une question coloniale qui entraîne des symptômes migratoires. Et nous, on participe à remplir cette question migratoire en y répondant. Il n'y a aucune question migratoire qui existe parce que ça signifie qu'on est le problème. Ce qui existe, c'est une question coloniale, un viol colonial qui dure depuis des siècles et qui entraîne des gens qui ont besoin de survivre. Mais la question migratoire n'existait pas. Mais il l'impose, et parce qu'elle est imposée, on rentre dedans, et on finit par répondre à une question qui n'existe pas, et qui fait qu'eux deviennent les victimes, et nous les coupables, puisqu'on doit répondre à cette question migratoire, alors qu'eux ne répondent pas à la question coloniale, qui entraîne les conséquences migratoires. C'est tout la perfidie du pervers colonial, du violeur qui prétend qu'il est violé, etc. C'est en cela que nous, moi je vous le dis, c'est une guerre. C'est une guerre au sens comme la propagande est une arme de guerre. La négrophobie, c'est une arme, c'est la même arme que si je vous donne un plat qui est délicieux au goût, mais dedans il y a du poison. Et chaque jour, vous le mangez, vous vous affaiblissez, vous perdez votre mémoire, mais vous continuez à me dire « Oh merci, tu m'aimes beaucoup, tu m'amènes tous les jours à manger. » C'est ce que nous fait l'école, c'est ce que nous fait la télévision, c'est ce que on s'affaiblit tous les jours, on s'écarte un peu plus de nous-mêmes, tous les jours, on assassine un peu plus notre âme, on meurt, etc. Et on collabore. Vous ne savez pas, quand on marche dans la rue, la peine qu'on peut avoir quand on voit les nôtres, quels qu'ils soient, ce n'est pas un jugement de valeur, etc. Parce que même quand quelqu'un ne comprend pas, on ne peut pas le juger parce qu'on comprend pourquoi il ne le comprend pas. Même quand quelqu'un va nous condamner à dire « ouais mais, j'en sais rien », on ne peut pas le condamner parce qu'une fois qu'on comprend le processus, on ne peut plus regarder les choses de manière binaire en disant c'est un aliéné, ou alors les termes à la mode, c'est un nègre de maison. On ne rentre pas dans des trucs comme ça. Bref, cela pour dire que la négrophobie, c'est-à-dire, c'est comme la question de la police. Oui, le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est quand on voit dans 12 Years a Slave, bon, mon anglais n'est pas super, mais je pense qu'on m'aura compris, il y a le moment où c'est le héros, en tout cas le personnage principal, parce que je ne sais pas si... bref, le personnage principal, quand on lui donne son laissez-passer pour qu'il aille faire des courses pour la maîtresse blanche, hein, son laissez-passer qui est l'ancêtre de la carte de séjour ou peut-être du demandeur d'asile. Donc il a le laissez-passer temporaire pour pouvoir aller faire les courses. Il y va, etc. On voit donc les pauvres blancs qui sont en fait l'ancêtre des policiers, des gens qui sont chargés de faire la police et en fait qui contrôlent déjà au faciès. Ils ont cette logique. Est-ce que ce noir a le droit de circuler dans l'espace public? Et ils viennent et ils s'apprêtent déjà à prendre deux nègres marrons qui, si on convertit ça à notre réalité d'aujourd'hui, on ne sait pas s'ils sont marrons, mais eux, sans doute, ils n'ont pas pu justifier d'un laissez-passer.
Ça suffit. On les pend comme monsieur a été 2 mois à la santé. On les pend.